مشكم حتى لتسعة متاع الصباح حاضرة معنا سعادة سفيرة فرنسا بتونس أنجيكان اللي برشا أكيد ممكن شافوها في تصريحات سابقة. ما عنديش برشا حوارات معناها، ولكن أول مرة توكا تحضر معنا هوني على موجات إكسبريس اف ام. عديد المواضيع باش نحكيو فيهم. فما تفاعلات نتاع المستمعين بالطبيعة. موضوع الفيزا يرجع معناتها بقوة، لكن فما دو لاكتواليتي زاد حكينا عليها البارح 24 ساعة التالي هوني في برنامج اكسبريسو. وفما كما قلت لكم دونك عديد المواضيع ساعة نرحبوا بها. بونجور, bienvenue à vous, merci d'accepter notre invitation ce matin. صباح الخير سي وسيم، واهلا وسهلا للناس الكل. شكرا جزيلا على هذه الدعوة على موجة اكسبريس اف ام. Je suis très heureuse de cette opportunité de venir parler du partenariat tuniso-français avec vous, et en particulier du partenariat économique. Marhaba bik, j'ai failli dire on va continuer en tunisien, mais voilà, même pas eu le temps. On a re-switché sur le français. Alors, par où commencer? Justement, ce partenariat, d'une manière générale, avant de parler peut-être économie, partenariat Tunisie-France, comment vous évaluez les relations aujourd'hui? Écoutez, c'est un partenariat dynamique, très dense, un partenariat de confiance qui est fondé sur le fait que c'est un partenariat concret, transparent, qui est respectueux des intérêts et des institutions de chacun, et qui est mutuellement bénéfique. C'est vraiment un partenariat de confiance gagnant-gagnant. Voilà. D'accord. Et bientôt, il va y avoir cette réunion périodique, on va dire, ce haut comité, donc franco-tunisien ou tuniso-français, entre la France et la Tunisie. Alors une fois c'est en Tunisie, une fois c'est en France, et c'est pour bientôt. Absolument. Ce partenariat, il s'inscrit dans une dynamique également d'État à État. Nos chefs d'État sont en contact régulier. Ils se sont parlé il y a peu au téléphone. Les premiers ministres, les chefs de gouvernement sont également en lien. Le Premier ministre, le chef de gouvernement, Monsieur Hachani, a fait une visite très réussie en France à la fin du mois de février, qui a permis de lancer la dynamique de préparation de la prochaine édition du Haut Conseil de coopération tuniso-français, le HCC. Ça devrait se tenir d'ici la fin du mois de juin. Et c'est cette instance présidée par les chefs de gouvernement qui structure nos relations bilatérales et partenariales, toujours dans cet esprit de confiance, de respect mutuel, d'intérêt commun et partagé. Alors, il y a un grand volet économique, donc je reviens du coup sur les relations économiques. Ensuite, on parlera du volet économique peut-être de cette réunion qui est pour bientôt, et on aura peut-être même l'occasion, pourquoi pas, de vous avoir en direct de Paris quand il y aura cette réunion. Alors, vous disiez une visite réussie, très réussie du chef du gouvernement, ça a installé pas mal de choses. Donc sur le volet économique, sur quoi on travaille ensemble en fait? Quelles sont les priorités dans cette relation tuniso-française d'un point de vue économique? Alors, c'est une relation d'une exceptionnelle densité et richesse. Ça, c'est la première caractéristique de ce partenariat, qui vraiment tire sa sève de la profondeur des liens d'affaires, et la profondeur et l'imbrication des chaînes de valeur, et également la densité, l'intensité des relations humaines de société à société. Pour donner quelques chiffres, nous avons la France qui est le premier client de la Tunisie. Les échanges commerciaux annuels maintenant approchent les 9 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie dégage un excédent commercial de 2 milliards d'euros avec la France, ce qui est plus que les revenus du tourisme ou que les revenus que procure la diaspora tunisienne. Donc vous voyez à quel point cette imbrication est bénéfique pour la balance des paiements tunisienne et pour son économie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces exportations, elles sont tirées notamment par les industries totalement exportatrices en Tunisie, dans lesquelles les entreprises françaises ont beaucoup contribué et beaucoup investi. Et là, on a à peu près 1500, donc un autre chiffre, 1500 entreprises françaises ici en Tunisie, qui sont à l'origine de 150 000
emplois. C'est considérable. Et vous posiez la question des secteurs. Alors les secteurs, ils sont extrêmement variés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs à haute valeur ajoutée et que ça, c'est vraiment la priorité. C'est de développer en particulier ces partenariats d'affaires gagnant-gagnant en matière de transition énergétique et de transition numérique. Est-ce que ces entreprises françaises continuent à investir, continuent à venir en Tunisie, ou est-ce qu'il y a un ralentissement? Est-ce que... Absolument, elle continue. Moi, j'ai eu la chance de participer déjà à plusieurs cérémonies en fait, d'inauguration, soit de nouveaux investissements, soit de prolongement d'investissements. Donc, c'est une marque de la confiance et du dynamisme de ces relations d'affaires. Et vous évoquiez dans votre introduction un grand projet d'investissement tout à fait hors norme, tout à fait exceptionnel, un méga projet de production d'hydrogène vert dans le sud tunisien qui a été signé, enfin un mémorandum, un protocole d'accord a été signé lundi au siège du gouvernement à la primature tunisienne à la Casbah entre Total Énergie, entre un consortium en fait emporté par Total Énergie avec le ministère de l'énergie et de l'industrie. Et c'est un projet extrêmement ambitieux, très structurant, stratégique, j'ai envie de dire, dans lequel la Tunisie a beaucoup à gagner en termes de souveraineté et d'autosuffisance énergétique, mais aussi d'emploi, ça sera créateur d'emplois, et bien évidemment de balance des paiements. Espérons justement que ça avance bien et que ça aboutisse, parce qu'on parle de 8 milliards d'euros. Certains, après l'émission d'hier, bien certains qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sûr du chiffre? Est-ce que c'est effectivement le chiffre qui a été officiellement annoncé? Donc on parle de 8 millions d'euros sur les 5 prochaines années, et puis c'est un projet qui à terme peut même atteindre les 40 milliards d'euros d'investissement. C'est un projet assez complexe, assez complet également, et hier justement le secrétaire d'État Monsieur Chouchen, le secrétaire d'État transition énergétique, il disait que selon l'équipe Total Énergie qui rencontrait à la Casbah, il parlait que ce projet est le plus important pour eux et dû à quelques facteurs, hein. Donc en étant pragmatique, donc c'est la situation géographique de la Tunisie, c'est l'infrastructure existante avec les pipelines, avec ce qui pourra être fait, et puis pour d'autres raisons bien évidemment. Donc aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant le volet Total Énergie, par rapport à toutes ces entreprises qui continuent à venir, qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Qu'est-ce qu'ils trouvent en la Tunisie? Si cette vidéo devait atterrir côté français, si un chef d'entreprise français, en faisant ses recherches sur notre pays, est tombé sur l'interview de l'ambassadrice de son pays en Tunisie, alors quels sont les points forts? Qu'est-ce qui attire ces investisseurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez à des événements ou quand ils viennent lors de missions ici? Je vais commencer par m'appuyer sur cet exemple dont nous venons de parler. Ce méga projet de production d'hydrogène vert, parce qu'il est tout à fait illustratif des avantages comparatifs de la Tunisie. Vous avez parlé de proximité géographique, ça c'est évidemment la centralité de la Tunisie en Méditerranée, et sa proximité géographique avec l'Europe est évidemment un atout dans ce projet comme pour beaucoup d'autres projets. Vous avez également le fait que la Tunisie peut être un État pionnier de la transition énergétique vers la production d'électricité verte à travers la force solaire et éolienne, dont la Tunisie est particulièrement bien dotée. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans ce domaine-là. Vous n'avez pas beaucoup d'or noir, mais en tout cas, vous avez beaucoup de soleil et de vent, avec une capacité énergétique là très forte, donc qui attire. Et puis, vous avez, comme vous l'avez dit, également cette possibilité d'exporter directement via des gazoducs vers l'Europe, donc sans transformer l'hydrogène vert. Vous avez aussi la capacité d'exporter de l'électricité par câble électrique. Et le fait que la Tunisie puisse passer à cette énergie verte, je dirais, ça ajoute encore un élément d'attractivité pour tous les investisseurs
qui, aujourd'hui, dans l'industrie, veulent verdir et décarboner ou décarboniser leur production, comme on dit, parce que d'ici peu, pour accéder au marché européen, il faudra remplir un certain nombre de normes de décarbonation. Donc c'est un avantage comparatif, là aussi, très, très important que la Tunisie a décidé d'accroître. Et enfin, je dirais, avantage très important de la Tunisie, c'est l'excellence, la qualité de ces ressources humaines, des ingénieurs, mais aussi des techniciens très bien formés et très compétitifs. Donc ça attire, et il y a une bonne compréhension, une bonne alchimie, je dirais. Donc pour les entrepreneurs, c'est très bien. Et puis moi j'ajouterais qu'il y a aussi des liens humains. Moi, j'ai pu visiter des entreprises qui sont des entreprises familiales, parfois même deux familles, une famille française et une famille tunisienne qui, il y a 50 ans ou il y a 40 ans ou il y a 30 ans ou plus, ont investi ensemble dans un domaine où ils deviennent très performants. Et puis ça se poursuit dans des choses aussi différentes que la fabrication de chaussures, la confection, ou des technologies très avancées en matière d'ophtalmologie ou de pharmacie. Alors, on va marquer une courte pause face à l'Qsir et on va revenir justement, on va revenir sur le volet humain. Vous parlez de ces ressources tunisiennes, mais ces ressources aussi qui continuent à partir pas mal en France de différentes manières justement. On va revenir entre autres sur ce sujet. بعد فاصل قصير مع سعادة سفيرة فرنسا بتونس. Expresso. موصلين في برنامجكم من سعادة سفيرة فرنسا بتونس جدول التحية. Alors, nous allons continuer. J'évoquais juste avant la pause, on parlait de capital humain, on parlait de relations humaines, on parlait d'hommes et de femmes.
et de jeunes et de moins jeunes. Et justement, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais probablement déjà sur les visas, donc les jeunes, les moins jeunes continuent à vouloir partir en France, que ce soit pour y travailler ou pour d'autres raisons. Et justement, ils partent aussi de manière légale ou parfois d'une manière clandestine. Justement, comment vous percevez, comment vous voyez cette question migratoire? Alors, la mobilité est évidemment quelque chose d'essentiel, de positif pour la dynamique des relations bilatérales tuniso-françaises. Comme vous le savez, on a en France près d'1 million de personnes de nationalité ou d'origine tunisienne, avec beaucoup de franco-tunisiens. Et ceci est, je dirais, une très grande richesse qui nourrit cette proximité, cette compréhension et cette capacité à faire des choses ensemble. Et donc il est tout à fait important et naturel qu'il y ait une forte mobilité entre les deux pays. Nous nous efforçons de faciliter le traitement et la délivrance des visas. La crise Covid avait porté, je dirais, un coup assez sévère, puisque ça avait fait évidemment chuter les déplacements entre les pays. Mais nous avons retrouvé l'année dernière, je dirais, des niveaux pré-Covid, avec 95 000 visas qui ont été délivrés et 5 000 visas étudiants, donc nouveaux étudiants, sachant qu'il y a à peu près 12 000 étudiants tunisiens présents en France. Et tout cela représente à peu près 12% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Et puisqu'on parle souvent du taux d'obtention des visas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, 8 Tunisiens sur 10 ont obtenu leur visa, de refus. Leur visa dans la France. Bon, moi, je préfère mettre les choses positivement. C'est 8 sur 10 qui obtiennent leur visa. Ça veut dire que le taux de refus est en dessous de 20% aujourd'hui pour les visas de court séjour. À comparer avec d'autres pays? Alors moi, je n'ai pas exactement les statistiques des autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la France qui délivre le plus de visas Schengen. Par rapport à des ambassades ou des consulats français dans d'autres pays, il me semble qu'il y a eu cette comparaison pendant un moment. Je pense que oui, je pense qu'on est comparable au Maroc, par exemple. Et on est un des pays, les visas Schengen délivrés par la France en Tunisie sont dans le monde ceux pour lesquels le taux de refus est le plus bas, je pense. Ça, c'est sur les questions de visa. Après, sur les questions on en parle, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la question migratoire, toutes ces visites, tout cet intérêt, et on le comprend, de l'Union européenne d'une manière générale. Comment se positionne la France? Comment vous voyez cette question? Écoutez, c'est une question à laquelle personne n'échappe. En cela, la France et la Tunisie, je dirais, sont face au même défi. Et c'est une question qu'on ne peut pas traiter seul, qu'on ne peut traiter qu'ensemble, à plusieurs, dans cet esprit de partenariat mutuellement bénéfique où on recherche les intérêts communs dans le respect de nos obligations internationales respectives. Il y a, bien évidemment, la France n'est pas directement concernée, parce qu'il n'y a pas, ça n'arrive jamais, hein, des opérations de ce type n'arrivent jamais directement en France, donc ça passe souvent par l'Italie. Mais aujourd'hui, il y a cette question sensible où on parle de la position de la Tunisie, et puis même dans l'opinion publique, la Tunisie n'est pas le gardien de l'Europe, etc. Enfin voilà, c'est surtout sur cet aspect, j'avais envie d'écouter peut-être la position de la France. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire également? Comment vous échangez avec vos vis-à-vis ici? Comment vous voyez l'avenir de cette question? On voit l'Italie qui bouge beaucoup sur cette question, l'Union européenne d'une manière générale. Quelle est la position de la France?
la position de la France, elle s'inscrit évidemment dans le cadre de la position de l'Union européenne. Nous sommes à l'écoute des autorités tunisiennes et soucieux de contribuer à la gestion et au règlement des difficultés qui peuvent se poser, que ce soit en matière de gestion des frontières, comme en matière d'asile. C'est difficile, mais en y mettant beaucoup je dirais, de dialogue et également avec la volonté de mettre des moyens, et l'Union européenne comme la France sont prêtes à mettre des moyens au service des autorités tunisiennes. On peut y arriver dans le cadre de la légalité internationale, et ça va, je dirais, de pair avec la facilitation de la mobilité légale, évidemment. Et on parlait tout à l'heure des 95 000 visas délivrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de visas professionnels qui sont délivrés. Il y a une forte augmentation de cette migration légale professionnelle. Je crois qu'on est au-dessus de 8 000 visas délivrés l'année dernière pour des travailleurs tunisiens en France. Alors, justement, par rapport à toutes ces questions, selon les chiffres que vous avancez, donc les entreprises tunisiennes investissent pas mal donc en France, les entreprises françaises continuent bien évidemment à investir. Les chiffres des demandes de visa sont très clairs. Mais d'un autre côté, sur la question perception, je ne sais pas si vous avez ce feeling, on a l'impression que la France pourrait être moins attirante pour les jeunes. Pourtant, les chiffres, je sais que vous pouvez me répondre facilement avec les chiffres, vous me dites, pourtant les chiffres sont là, mais c'est une perception. Comment, je ne sais pas si vous travaillez sur cette question, comment est perçue la France aujourd'hui selon vous? Est-ce que vous avez un petit peu le retour des jeunes, des moins jeunes, comment ils voient l'avenir des relations tuniso-françaises et puis est-ce qu'ils voient encore la France comme cet Eldorado? Est-ce qu'ils sont plutôt séduits par d'autres contrées, que ce soit pour des projets économiques ou également pour des projets d'études ou autres? Écoutez, est-ce qu'il y a un recul de la langue française en Tunisie? Voilà, c'est des questions qu'on se pose, on entend par-ci par-là, donc je ne sais pas si vous êtes peut-être penché sur la question. Je ne voudrais pas parler au nom des Tunisiens et des Tunisiennes. Moi, ma mission, c'est de promouvoir ce partenariat de confiance mutuellement bénéfique. Ce que je constate, c'est que nous avons une relation d'exceptionnelle densité en matière de coopération universitaire. La France est de très loin la première destination pour les étudiants tunisiens et tunisiennes qui choisissent d'aller faire leurs études à l'étranger. C'est tout à fait naturel qu'ils puissent aller vers également d'autres destinations, mais en tout cas, les chiffres montrent qu'ils sont en augmentation d'année en année, et nous, on essaye de favoriser des parcours de qualité qui permettent aux jeunes de trouver leur épanouissement d'abord dans un parcours d'enseignement supérieur, et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, une première expérience professionnelle. Nous avons aussi des visas qui s'appellent jeunes professionnels, qui permettent de rester un an et demi en France avant de revenir ici en Tunisie pour faire bénéficier, faire fructifier ces compétences ici. Et pour la francophonie, alors comment ça s'annonce? La dernière grande réunion, c'était en Tunisie, c'était Djerba. Et bientôt, ça sera en France. Comment ça se prépare? Est-ce qu'il y a des préparations communes? Est-ce qu'il y a des collaborations à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aura une continuité entre les deux sommets?
Continuité absolument, et nous sommes très, très fiers et très, très heureux de prendre la relève de la Tunisie, qui avait réussi un superbe sommet de la francophonie à Djerba en novembre 2022. J'avais d'ailleurs eu la chance dans mes précédentes fonctions d'accompagner la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le président de la République. C'était un sommet qui était caractérisé notamment par son caractère inclusif, la participation de la population, du public à travers le village francophone. Et ça nous inspire beaucoup dans la préparation du sommet qui se tiendra à la fois à Villers-Cotterêts, le nouveau siège du nouveau Centre international de la langue française, et à Paris, au Grand Palais, qui a été entièrement rénové. Et nous allons mettre l'accent sur innover, entreprendre, créer en français, et montrer là aussi dans la continuité du sommet de Djerba que la francophonie, ce n'est pas simplement une question culturelle de langue, mais c'est aussi un outil de business et d'innovation, et que c'est un vecteur de renforcement des échanges. Et par rapport, pour revenir, vous évoquiez la visite du président, ça me fait penser, là on va parler un petit peu géopolitique, et quelle est la place ou l'importance de la Tunisie pour vous, pour la France, sur l'échiquier régional, on va dire, en Afrique du Nord? Moi je me souviens sur Expresso, sur les ondes d'Express FM, pas dans ces locaux, dans d'autres locaux, Monsieur Macron évoquait justement par exemple la question libyenne, où il disait que pour la France, la Tunisie fera toujours partie de la solution, la Tunisie devra toujours être une partie de la solution pour la Libye. Voilà, d'autres questions aussi dans l'international. Alors quelle place pour la Tunisie selon vous? Comment la Tunisie est vue, perçue de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à, voilà, sur la partie Afrique du Nord, on va dire? La Tunisie est un partenaire d'exception, et elle est très importante pour la France, qui souhaite entretenir des relations fortes avec l'ensemble de ses partenaires en Afrique du Nord. Donc bien évidemment, la Tunisie figure au même titre que le Maroc, l'Algérie, dans nos partenariats privilégiés que nous nourrissons, que nous soutenons, que nous encourageons, que nous voulons approfondir. Quels sont les enjeux, les défis selon vous sur cette partie de la Méditerranée, des enjeux politiques, peut-être d'autres enjeux donc géopolitiques d'une manière générale? Comment vous voyez les défis sur cette partie du monde? Eh bien, écoutez, on parlait la question migratoire tout à l'heure. On parlait des jeunes. Je pense que nous sommes dans une émission qui est centrée sur le partenariat économique, notamment l'enjeu de développement économique durable et d'emploi pour les jeunes, je crois, est absolument central. Et nous employons à vraiment centrer nos priorités sur ce développement économique. Ce que nous faisons ici en Tunisie, à travers notamment l'Agence française de développement, c'est dans cette logique de partenariat, de contribuer aux efforts des autorités tunisiennes pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer l'emploi et pour améliorer à la fois la compétitivité et le développement économique du pays, et de le faire de manière très concrète, à la fois avec des moyens financiers qui sont considérables, puisque l'année dernière, c'était quand même nous avons autorisé 600 millions de dinars de financement pour des projets qui sont des projets, par exemple, pour généraliser l'assainissement dans tous les quartiers défavorisés, pour financer la protection civile qui permet de sauver des vies, qui sont aussi des projets destinés à stimuler l'entrepreneuriat privé, les PME tunisiennes.
Et pour donner des exemples de projets concrets financés par l'AFD qui sont aujourd'hui opérationnels, vous avez par exemple la ligne E du RFR hein, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an et qui a déjà transporté plus de 5 millions de personnes et qui rapproche les personnes du Grand Tunis du centre-ville et du centre économique battant de la capitale. Mais vous avez aussi, on parlait tout à l'heure du verdissement de l'économie, de la souveraineté énergétique de la Tunisie. L'AFD a financé une grande centrale photovoltaïque à Tataouine qui est opérée par l'ETAP et par Eni et qui fournit de l'électricité à plus de 10 000 personnes. J'ai également visité et récemment été à l'inauguration par la ministre de l'Environnement d'une nouvelle station d'épuration des eaux dans la région de Sousse. Et là aussi, on parle de milliers de familles et de personnes qui peuvent bénéficier de ces nouveaux investissements dans une logique, là aussi, de réponse aux défis qui se posent à la Tunisie. Et le stress hydrique fait partie de ces défis. Pour terminer, c'est sur une question qu'on a partiellement évoquée tout à l'heure, donc cette réunion prévue, ce haut comité, cette grande réunion, quelles sont selon vous les priorités sur la table de cette réunion? Est-ce qu'il y a des accords? Là, je cherche clairement, ouvertement le scoop, donc du moins côté français, quelles seraient les priorités? Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des annonces prévues? Dans quel secteur? Voilà ce que je cherche clairement. Écoutez, bien évidemment, l'économie est une grande priorité. Vous comprendrez que je ne peux pas devancer les chefs de gouvernement. Est-ce qu'il y a des annonces déjà prévues? C'est une information soit est-ce qu'il y a des grandes annonces prévues? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier? Quels seraient les 2-3 sujets prioritaires sur la table de cette réunion? Les sujets du Haut Conseil de coopération tuniso-français, c'est bien évidemment l'économie, le développement durable, donc ça fait partie des priorités. C'est également l'enseignement supérieur et la recherche, parce que là, le partenariat entre les deux pays est tout à fait exceptionnel. Là, vraiment, c'est une spécificité. Et puis, il y a tout ce qui concerne aussi la culture, l'art, la francophonie, et enfin il y a tout ce qui, on en a parlé, concerne plus les questions de sécurité, de géopolitique, de migration. Et le tourisme peut-être? Alors le tourisme une saison qui s'annonce très bien. S'annonce très bien. Vous le savez sans doute. Nous avons dépassé l'année dernière le 1 million de touristes français en Tunisie. On espère que ce chiffre va croître encore. Ça fait de la France de très loin le premier pays européen d'origine des touristes, puisque nous venons après l'Algérie et la Libye, je crois qu'ils sont les deux premiers devant nous. Justement, peut-être viser les 2 millions, peut-être ça peut être l'un des sujets sur la table de cette écoutez, ça me semblerait une saine ambition. En tout cas, il y a énormément de travail qui est fait pour ça. Il y a des moyens qui sont mis. On voit Transavia qui arrive avec beaucoup d'ambition, qui n'arrête pas de développer des nouvelles lignes. D'un autre côté, sur les relations économiques, on voit la Chambre de commerce tuniso-française qui s'active, un clin d'œil à Cyril, s'il nous écoute, donc avec régulièrement toutes ces réunions, etc. Enfin, ces éléments qui essaient de développer encore plus, de mettre plus de moyens pour développer ces relations. Donc tout ça, c'est des gens qui bougent dans les deux sens. Et puis moi, je pense que 2 millions pourrait être un objectif ça vaut le coup de le mettre sur la table de cette réunion, peut-être. Tout à fait. Et comme vous le disiez, le tourisme est un secteur qui peut tirer tout un tas d'autres activités économiques
Et je crois que la Tunisie a tous les atouts pour diversifier sa palette d'offres touristiques, aller vers un tourisme durable, un tourisme culturel. Et vous parliez de la connectivité, elle est très bonne et elle s'améliore grâce à Transavia, grâce à Tunisair, à Air France. Voilà, toutes les compagnies sont présentes et très actives. Et je voudrais saisir l'opportunité que vous avez tendue pour moi aussi saluer le travail de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française, avec laquelle l'ambassade Business France, le bureau de Business France ici, travaille très bien. Nous avons notamment été en région ensemble pour faire cette diplomatie économique de terrain qui est absolument essentielle, que ce soit à Sousse, à Sfax, à Béja, à Kérouan ou à Tozeur, qui avait été ma première grande destination lorsque j'étais arrivée ici, là aussi, pour inaugurer le premier vol Transavia direct de Paris à Tozeur. C'était plus pratique donc d'arriver sur ce premier vol en Tunisie. Non, vous n'êtes pas arrivé sur ce premier vol, mais c'était peut-être l'une de vos premières actions. Alors, pour terminer justement, quelle serait, la Tunisie vous connaissez très bien, donc vous étiez auparavant également en poste en Tunisie par le passé, de par vos précédentes fonctions, et selon vous, et je termine avec cette question, quelles sont, s'il y a 2-3 priorités, s'il y a 2-3 choses sur lesquelles vous voulez travailler d'arrache-pied pendant votre mandat, votre présence ici, ça serait lesquels? Si on devait se retrouver, on se retrouvera bien avant, je suis sûr, mais si on devait se retrouver pour, si ça devait être entre guillemets si on devait se retrouver pour une dernière interview dans quelques années, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce moment-là que vous auriez réalisé? Voilà. D'abord, je voudrais dire que j'aime beaucoup la Tunisie, donc je souhaite vraiment faire en sorte que nos relations continuent de s'épanouir et de nous enrichir mutuellement. Je dirais que les jeunes et les femmes sont sans doute ceux et celles pour lesquels je souhaite faire avancer des projets utiles et des projets d'avenir, parce que je pense que ce sont des forces de transformation positive. Sinon, évidemment, les priorités, elles sont développement durable économique, donc cette transition à la fois énergétique et numérique dont on a parlé, et elles sont bien sûr l'éducation, l'enseignement supérieur, et enfin, je crois beaucoup à la culture. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, et puis bon JO pour Paris. Merci. Ça sera l'événement de l'été, certainement, probablement. Et puis je terminerai par un autre Wassim, donc un auditeur qui a écrit tout à l'heure quand on parlait de grandes annonces, quand j'essayais d'avoir de grandes annonces, il a dit, voilà, bon, il a dit bonjour, donc de grandes annonces, je ne sais pas, mais en tout cas on espère des annonces nécessaires. Voilà, et moi j'ajouterai à ça sincère. Voilà. Vous pouvez compter sur ma sincérité. Merci beaucoup, merci اكسلانس سعد سفيرة فرنسا بتونس اللي كانت ضيفتكم اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. شكرا جزيلا. يعيشك. قعدوا معنا مستمعينا، فاصل راجعين.